l'équipe, nouvelle interview sur la chaîne YouTube. On se régale, Thomas, vraiment dans cette saison à faire des interviews de grande qualité. Tout à fait, tout à fait. Qui dit interview de grande qualité dit joueur de grande qualité. Et cette semaine, donc, on a Guerschon Yabusele, le poste 4 du Real Madrid, le poste 4 de l'équipe de France. Oui, je dis poste 4 parce que c'est pour amener un petit peu de jus, mon Guersch. Comment ça va? Ça va impeccable. On est ravis de t'avoir. Merci, je suis content d'être là. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir. Et là, on en profite donc de cette prépa de l'équipe de France. Mais avant d'aller sur le basket, on aime bien poser des questions un petit peu. Est-ce que tu as progressé sur ton tir ces dernières années? On verra après, tu vois. C'est quoi tes axes de progression? On s'en fout. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais. Et pourquoi? Je m'en souviens. Petite anecdote. J'arrivais pas à rentrer en boîte et on était avec Kenny, j'étais jeune et j'étais avec aussi mon pote Martin d'ailleurs. Et t'étais devant et on t'avait vu parce que t'étais à l'intérieur et tu nous as fait rentrer et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés là. Sur hier de la Wanderlust à l'époque. Ouais, et tu venais de te faire drafter et t'allais en Chine. Exactement. Je me souviens exactement. Ouais. Et Kenny m'appelle, il me fait gros, je suis avec Guerschon Yabusele devant, tu nous fais rentrer. T'as dit qui? J'ai fait quoi, Guerschon? Évidemment, la famille. Bien sûr, le mec, je l'avais jamais vu de ma vie. La famille, Guerschon, rentre gros. Voilà. Et une autre question, c'est que la dernière fois où on t'a interviewé. Ça, franchement, j'ai envie de dire Boston, mais... Alors, c'était pas à Boston. Non, mais j'étais au Celtics, c'est ça que je veux dire. C'était sur le match à Londres. Eh oui. À la fin du match à Londres, non? Non, c'était le jour avant. Et l'anecdote, c'est qu'on était ravis de t'avoir, on était chaud. Et qu'on a attendu, je pense quoi, 3 heures à l'hôtel? Je pense que c'était entre 2 et 4 heures, donc 3 heures, je pense, en moyenne. Donc pas merci, Guerschon. Mais qu'est-ce qu'on faisait? C'est pas possible. Je sais pas, on s'en fout. Non. On a attendu 3 heures, Guerschon. Non. On règle nos comptes aujourd'hui. Moi, je suis pas comme ça en plus. Mais pour de vrai, il y avait tellement de médias, on avait tellement de choses à faire, des stations, des trucs à parler. Regarde comment il est. Gens, du coup, c'est comme ça que tu nous dis ça. Quoi? Non. T'avais mieux à faire, quoi. Moi, je serais venu. Moi, je suis pas comme ça. Faudrait qu'on la réécoute, cette interview déjà, parce qu'elle commence à remonter. C'était 2017, je crois. 2017, un truc comme ça. 2017, franchement. C'était à l'ancienne. Tiens, je t'enverrai le lien. Bon, bref, comment ça va, Guerschon? Non, ça va super bien. Tu t'es arrivé, je te dis, alors, comment ça va? Tu m'as dit, longue saison. Ouais. Elles sont longues, les saisons, quand on joue au Real. Ben là, franchement, en plus, bon, je vais pas me plaindre, en fait, parce qu'on fait quand même toutes les finales, tu vois. Donc, vraie expérience et c'est quelque chose à vivre et il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est long. c'est hyper long. Donc, quand t'arrives là directement, en plus, en équipe de France, cette année, on a pris un peu plus tôt pour se préparer pour les JO. Ça fait des saisons quand même hyper longues. C'est l'avantage de jouer tous les titres en même temps. Et d'avoir maintenant une armoire immense de trophées. Ouais, c'est clair. C'est clair. Maintenant, là, j'ai même fait grandir justement l'armoire. Est-ce que t'as une salle spécifique pour les trophées? Pas encore. Là, vraiment, j'ai juste mis un petit meuble où j'ai mis plusieurs trophées. Et franchement, à chaque fois que je passe chez moi, ça fait plaisir de regarder tout ça. T'es au Real depuis 2021. Tu es un des cadres de cette équipe, un des meilleurs à ton poste en Euroleague. Quand tu signes au Real en 2021, tu signes qu'une saison. Ouais. Donc c'était un petit peu l'année où fallait tout montrer. Et quel regard t'as maintenant en 2024 sur ton statut, de ce que t'as vécu ou ton armoire à trophées au Real? Non, ça a été vraiment assez incroyable pour moi et pour ma famille aussi, parce qu'ils ont vraiment vécu le truc avec moi. On va dire un peu la déception, tu vois, des Celtics, parce qu'ils étaient là aussi quand ils ont vu, et d'un coup, l'Asvel, ça se passe super bien. Ils arrivent, on va à Madrid, donc on découvre Madrid, le centre d'entraînement, la vie, et on va dire tout ce côté-là. Donc là, déjà, on a les yeux comme ça tous les jours. Et après, j'ai commencé à jouer beaucoup, je me suis entendu super bien avec Pablo. Et pendant l'année, il contacte mon agent en leur disant, on aime vraiment bien ce qu'il fait et on veut vraiment le re-signer pour plusieurs années. Donc à ce moment-là, moi, je suis hyper content parce que je me dis, voilà, on a réussi le challenge. Parce que quand il me donne 1 an, je pense qu'ils savaient pas aussi, ils voulaient plutôt me tester. Donc ils étaient vraiment contents et directement, ils m'ont vraiment fait comprendre, bon là, t'es madrilène, tu vois. C'est vraiment... à la Madrid. Ouais, voilà, on veut vraiment que tu restes là. Alors là, moi, ça y est. Directement, ma famille, tout le monde s'est dit, c'est parti, là, Madrid, on reste là-bas, on est bien là. Comment tu différencies les standards d'un club comme le Real Madrid et ceux que tu as connus au Celtics? J'en parle beaucoup avec les gars de l'équipe parce qu'on a beaucoup de joueurs NBA de notre équipe. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de gars qui sont allés en NBA, qui sont fait drafter ou qui ont fait des two-way contracts ou des trucs comme ça. Donc, on en parle et on se dit, le Madrid commençait là, ils sont meilleurs que certaines équipes NBA, complètement. Dans l'organisation? Dans l'organisation, la gestion, tu sais, tous les trucs comme ça, vraiment, c'est incroyable. Rien que notre facilities qu'on a avec le foot, il n'y a pas un NBA, ça, par exemple. Tu vois, on a nos chambres. On a nos chambres là-bas où on peut rentrer. Par exemple, je te dis une bêtise, on arrive tard, 3h du matin. Le matin, on a shooting. Tu peux rester là-bas, tu vois. Donc, on a accès aux chambres toute l'année. Les soins, on a
un espèce de, on a un grand bâtiment où il y a vraiment tout au niveau des soins, mais tout. Même au niveau des IRM, on a nos IRM, nos radios et tout directement là-bas. Donc si t'arrive un truc à l'entraînement, on te ramène en voiture directement et tu le fais tout là-bas. Donc en fait, on a vraiment tout cet accès-là qui est incroyable et que t'as pas sans NBA, tu vois. Donc ils ont vraiment, on va dire, rien à envier à la NBA, c'est clair. Conditions de travail exceptionnelles. Exceptionnelles. C'est ce que Thomas Hurtel nous avait confié dans une autre. Et Vincent Poirier aussi, qu'on pourra trouver la semaine prochaine d'ailleurs. Ouais. Quel rapport vous avez avec les footeux? Parce que forcément, quand on dit Real Madrid, on pense d'abord au foot. C'est vrai. Mais même si le club, l'équipe de basket est une des meilleures de tous les temps, quel rapport vous les croisez un petit peu? Vous sortez avec? Vous faites des choses ensemble? Souvent, on les croise quasiment tout le temps, que ce soit à la salle d'entraînement. Nous, cette année, quand même, avec Vince, on allait pas mal les voir jouer. Je sais que Vince, il parlait aussi avec les Français, je parlais aussi avec certains d'entre eux. Et on leur demande des places des fois, ou même des fois, ils demandent des places à Vince ou quoi. Ils viennent aussi souvent à nos matchs. Donc, on a cette bonne relation. On est allé manger aussi une fois avec eux. Donc, non, ils sont vraiment cool en plus. Tu peux vraiment bien leur parler et tout. Franchement, c'est vraiment... on va dire, on se connaît bien là-bas, quoi, c'est clair. Il y a le coin français chez les basketteurs, mais le coin français aussi chez les... Exactement. Chez les footeux. Du coup, il y a des habitudes entre vous, là? Footeux et basketteurs français? Non, pas spécialement. Parce que c'est vrai que eux, c'est un peu différent. Quand tu les vois, il y a beaucoup aussi d'étrangers avec eux. Les Français, on va dire qu'ils se mangent avec tout le monde. Bon, nous, c'est pas qu'on se mélange pas, mais tu vois, par exemple, on va être à table, on va être au bout de table, on va être en français, on va parler français, ce qui est normal, tu vois. Mais sinon, non, on s'entend vraiment tous bien et il n'y a pas vraiment plus de barrières de langue ou de pays, en vrai, ça va. Est-ce que tu ressens que t'es aujourd'hui, je te l'ai dit en début d'interview, que tu es devenu vraiment un cadre de cette équipe-là, que le club tu dis, voilà, on va à Madrid, on veut s'y installer. Ça fait 3 ans que tu y es. Est-ce que tu sens vraiment que aujourd'hui, voilà, t'as prouvé que maintenant tu veux t'installer, tu te vois finir là-bas? En fait, pas spécialement, je me sens pas spécialement comme un cadre parce que, en fait, les gars qu'il y a juste au-dessus de moi, il y a tellement un gap qui est énorme que je peux pas j'ai un peu du mal à me voir comme eux, tu vois. Je les vois vraiment comme, par exemple, Fabien qui était là, parce qu'il a fait 7 ans en joueur français. Je me dis, bon, je suis pas encore à 7 ans. Il part, Fabien, il paraît. Donc, c'est pour ça. Donc, je me dis 7 ans déjà, donc, je me dis pas, tant que j'ai pas fait 7 ans, tu vois, je me vois pas vraiment dans le truc. Mais c'est vrai que 3 ans, ça commence à faire. Et oui, aujourd'hui, tu me demandes, est-ce que tu veux finir à Madrid? Ah oui. Franchement, en Europe, il y a plusieurs clubs, hein, que j'aime bien et tout. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a rien comme Madrid. Ce qui est ouf avec d'autres clubs, c'est que 3 ans, tu fais pas forcément partie des mecs qui sont là depuis le plus longtemps, vu comment ça bouge dans le championnat européen, etc. C'est vrai qu'au Real, il y a Sergio Llull, il y a Rudy, il y a tous les gars qui sont là depuis des années, on peut même plus les compter. Vraiment. Donc quand tu dis qu'il y a un gap entre les deux, ça amène une question à l'ADN madrilène. Tu vois, quand tu mets un pied au Real Madrid, tu ressens tout de suite, on parle parfois du poids des épaules de l'équipe de France, mais au Real, c'est la même chose aussi. Ouais, et je le dirais dans le sens où quand tu joues le Classico, c'est là que tu te rends compte. C'est quoi l'histoire en fait, vraiment, parce que ça fait 3 ans que je suis là, mais ma première année, mon premier Classico, pourtant j'avais rien contre Barcelone, mais le match il commence, je vois l'ambiance, je vois les fans, je vois tout le truc, et là tu te dis ouais, en fait je vais pas aimer cette équipe, et à partir de ce moment-là tu les détestes. Tu sais, j'aime pas le dire ça comme ça, mais j'ai pas envie de dire je les déteste, mais tu dis que tu les détestes. D'un point de vue sportif, c'est pas ces gars. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est vraiment, on va se dire bonjour et tout avant le match, mais là c'est la guerre. C'est la guerre. Donc c'est pas que dans les médias le Classico. Non, honnêtement. Après, je veux pas parler pour les autres joueurs. Je veux parler pour moi, mais honnêtement, moi, quand je joue contre eux, ouais, c'est la guerre. Je veux gagner, surtout quand on va là-bas, parce que tu sais, leurs fans, ils sont différents. Tu vois, t'as les fans, on va dire en Serbie, qui sont vraiment dans le truc vraiment. T'as les fans aussi en Grèce, qui sont dans un autre truc, mais les fans de Barcelone, c'est autre chose. Comment tu les différencies avec les autres? C'est incroyable, ça. Comment je sais pas comment ils sont. J'ai pas envie de dire ils sont mauvais. Mais vraiment, ils veulent te piquer, tu vois, vraiment. C'est plus que tout ça. C'est vraiment, t'es de Madrid, on te déteste. Ils te le font savoir. Moi, cette année-là, le dernier match, on rigolait en plus avec Vincent. Ça joue à la fin et tout, le dernier match des playoffs. Et moi, tu vois, moi, j'aime bien rigoler, faire mes trucs et tout tranquille. Vers la fin, ils voient qu'ils vont commencer à perdre et tout le monde chante. Ya Boussele, hijo de puta, en chœur.
En cœur. Donc moi, ça me donne encore un peu plus le sourire. Donc je les regarde et je chante avec eux. Ils sont là, courtside. Il y a une mère, elle a des enfants, elle me regarde, elle me fait plein de doigts avec son mari et tout. Non, c'est réellement le truc. C'est vraiment. Et j'attends ça aussi d'eux, tu vois. Je sais que je vous aime pas, vous m'aimez pas, mais on va régler ça sur le terrain, quoi. Et ça, c'est ce que j'aime le plus, je dirais. C'est quoi ton meilleur souvenir depuis que t'es à Madrid? Bah, je vais forcément. Il y en a vraiment beaucoup. Je peux choisir plusieurs titres, plusieurs moments qu'on a passés. Mais ouais, je prendrais forcément, je dirais, l'Euroleague qu'on a gagné l'année dernière. Parce que voilà, de comment c'était parti, c'était pas donné. Et on a réussi c'était vraiment. Perdu, même, hein. Je voulais pas le dire, mais Ah gros, c'était perdu, hein, je te dis direct. c'était parti d'une façon où vraiment on s'est dit waouh, là c'est quasiment mission impossible. Mais c'est là que tu te rends compte vraiment, comme on disait, l'ADN madrilène. Chacho est passé, les gars, ça va aller, on va trouver le truc et tout. Là c'est juste ça, c'est rien, ces trucs et tout. Tu les regardes, ils sont pas paniqués. Tu les sens pas stressés. Ils sont vraiment là en train de dire c'est rien, calmez-vous les gars. Alors, on fait allusion évidemment à ce quart de finale face aux Partisans. Vous êtes mené 2-0 en perdant vos 2 matchs à domicile. Ouais. Alors tu dis oui, ils sont sûrs, Sergio Llull, le paquet, on va évidemment arriver à la suite, le paquet qu'il met sur Kevin Punter, c'est pas un mec serein, ou alors s'il est tellement fort, parce que quand on y pense, Sergio Llull déclenche cette bagarre, ça déclenche des suspendus, ce qui change quand même la série, et derrière il met le tir de la gagne en finale. C'est quel genre de mec, ça? C'est fantastique. Enfin, alors, c'est évidemment que c'est pas à faire dans les écoles de basket. C'est l'histoire de littérature, limite. Mais c'est un film hollywoodien, ce que l'histoire de Sergio Llull. Mais si vous regardez ça, on a eu encore, on va dire, un scénario de film à la fin de saison. Le dernier match de Rudy à la maison, il finit MVP. Il enchaîne 4 sur 4 de 3 points de distance. Le gars, il réfléchit plus, ça rentre. Standing ovation. On va là-bas à Murcia. C'est l'anniversaire de Chacho. On gagne pour l'anniversaire de Chacho. Ils terminent retraite. Les gars, ils ont terminé leur carrière sur un truc qu'ils vont s'en souvenir. Je t'aurais de dire, mais attends, mais eux, tout va dans leur sens ou quoi? Sergi, pareil, la finale. Il met 0 shoot. C'est son seul shoot qu'il met, c'est le shoot de la gagne. Bah attends, c'est quoi ça? J'en revenais pas. J'étais sur le côté. En plus, quand tu joues, enfin, quand moi je joue, j'ai pas de pression. Et là, c'était la première fois que je regarde un match comme ça avec autant d'intensité sur le côté. Et là, la pression, c'était un truc de dingue. Mais quand il met son shoot, je reviens pas. Je le regardais dans l'avion, j'ai dit, mais t'es pas humain. Tu parles du shoot de Llull contre Olympiakos. Oui, un peu en cloche, bien sûr. Contre Mousse, il paraît que c'était pas du tout ça le temps mort. Alors, t'étais pas sur le banc, mais il paraît que c'était pas ça. C'était pas ça. Il a pris la balle. J'étais derrière le banc, je regardais. C'était, on fait ça, le play et tout. Il court, il prend la balle, on le regarde tous, on se dit, attends. Je vois Mousse, je me dis... Et là, même lui, il nous l'a dit, hein, dans l'avion, il a dit, je finis pas mon shoot. Si je finis mon shoot, il me contre. Il a dit, donc je le vois et je la jette, quoi. Et la balle, elle vole et après, elle rentre. Franchement, ce jour-là, il m'a choqué. J'ai dit vraiment, lui, c'est lui, quoi. On va revenir évidemment sur ce match. C'est le moment que j'attendais le plus de l'interview. Ça m'arrange. Ça va être le moment le plus regardé. Là, ça y est. T'es jamais revenu dessus. Non. Et en plus, c'était pas prévu, hein, pour le coup. Mais évidemment, qu'on va parler. Donc, il y a cette bagarre générale qui explose. Il y a cette prise que tu fais sur Dante Exum. C'est des images que vous pouvez facilement retrouver. Évidemment, c'est des choses qui sont pas à faire sur un terrain. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Et surtout l'après. Quand il y a ce moulon, comme on dit à Marseille, ce moulon, qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment tu vis ça va très vite, quoi. Ouais. En fait, ça va être, je vais essayer de vous expliquer un peu à ma façon à moi, parce que c'est, les gens qui vont regarder, il y en a, ils vont comprendre, ils vont pas comprendre. Bon, déjà, forcément, comme je l'ai dit, j'étais vraiment, désolé que ça soit arrivé, parce que voilà, on veut pas des choses comme ça forcément sur le terrain. Après, en fait, ce qui se passe dans ce moment-là, bon, forcément, il y avait beaucoup de tension déjà pendant l'année avec eux, où il y avait un match avant les playoffs qu'on avait perdu là-bas de 20 ou 30 points, je crois, et c'était ils nous ont fait le cirque où les gars, c'était de la rigolade, du chambrage tout le temps, c'est plein de trucs comme ça. Et puis voilà, il y a des choses qui restent, nous on voit, donc on savait contre eux déjà ça allait être une série qui allait jouer à 5 matchs, clairement, et que vraiment ça allait se taper. Donc voilà, il y a ce premier match qu'on perd au buzzer en plus, avec l'autre qui met un 3 points
sur moi, laisse tomber. Donc, ça veut dire déjà, il y a ça. Il y a le deuxième match où ça va pas trop dans notre sens. Et donc, après, il y a le coup, en fait, de Sergi qui l'a mis parce qu'en fait, à ce moment-là, Punter, en fait, au lieu qu'il joue Sergio tranquille, il faisait des trucs un peu à la streetball où il jetait, il rigolait, il faisait des trucs, en fait, en train de chambrer. Et en fait, c'est surtout les autres qui criait à ce moment-là « Oh, kill him! He can't guard you! » tu sais, en plein milieu du truc, tu vois. Et nous, on se dit putain, quand même, attends, c'est Sergio Llull, il a le respect quand même, on est chez nous, tu fais tout ton truc et tout, gagne, rentre chez toi tranquille, tu vois. Et bon, déjà, il y avait un peu de tension par rapport à ça. Du coup, c'est pour ça, quand il est passé, il lui a fait la grosse faute. Donc là, on arrive. Et moi, quand je regarde, quand je commence à venir, je vois qu'il y a Kevin qui se rapproche de lui, qui lève son poing, qui fait son truc et tout. Donc je me dis, bon, attends. Et quand je pousse, moi on me pousse, et là je vois justement Dante qui était là, qui a sauté et qui a mis un coup de poing avec ses deux trucs et tout, je sais pas quoi. En fait, il a poussé la tête de Gabi, tu vois. Donc à ce moment-là, on se pousse et tout, et quand lui il est là, j'essaie en fait de l'attraper. Et en fait, je voulais pas en fait faire tout ça. Tout ça, ça s'est fait dans le feu de l'action parce que quand je l'ai attrapé, il bougeait beaucoup en fait. Il bougeait avec l'adrénaline et tout. C'est parti tout seul. Mais c'était pas mon intention directement de le faire. Comme c'était pas mon intention de lui mettre un coup de poing ou quoi que ce soit. Il était de dos à moi ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que j'étais pas dans le truc. Mais quand en fait je l'ai pris, que je l'ai attrapé, avec l'adrénaline, il bougeait et c'est parti tout seul. Et après bon, je l'ai mis au sol. Il y a eu tout le truc et tout. Mais après tout ça, quand je rentre, bon, j'ai un call et tout avec Madrid, mes agents, tous les trucs et tout, on essaie de savoir ce qui se passe. Mais quand c'est redescendu, je me suis dit, putain, là, j'ai fait une connerie. Je pense là, j'ai fait une grosse connerie. La plus grosse de ma carrière, je pense. Et bon, on va voir c'est quoi les conséquences et tous les trucs, quoi. Va falloir assumer. Mais ouais, c'est vrai que sur le moment, quand je suis rentré, mon téléphone, il a sonné, mais laisse tomber, j'ai jamais eu autant d'appels. On m'a même appelé, des États-Unis, des potes à moi qui m'ont dit gros t'es sur ESPN, qu'est-ce qui se passe? Putain, ça va vite, donc ça allait tellement vite, j'ai été vraiment surpris. Et après on me dit t'es sur Twitter, t'es en numéro 1 et tout, et là je regarde, il y a plein de trucs, je me suis dit putain, là c'est pas le petit truc que tu fais, que vas-y les gens regardent pas, là on l'a fait, tout le monde a regardé, là c'est mort. Et franchement j'avais peur de justement impacter l'équipe, tu vois, du fait que je sois pas là. J'avais peur aussi de prendre des grosses amendes et des grosses sanctions, mais bon, au final, j'ai été quand même privé, on va dire, du final fort et tout, et de la victoire, tu vois, de tous ces trucs-là. Mais bon, si c'était à refaire, je dirais pas que je le referais, mais si je dois, on va dire, pas jouer pour que l'équipe gagne et qu'on ait encore champion, je le ferais. Alors, tu t'entraînes au MMA, du coup? Parce que ton truc, là, ta technique, en fait, ce qui est dingue dans ce geste, c'est qu'il est parfait, techniquement parlant, de MMA. Non, mais ce que je veux dire, c'est, en fait, je comprends et tout, le cheminement, et te connaissant en plus, enfin, je sais même pas ce qui s'est passé dans ta tête, tu vois, mais là, tu nous as fait une prise d'un truc qui est tellement pas de notre sport, c'est ça qui était choquant, entre guillemets, pour tout le monde, quoi. En fait, c'est ça. Et il y a un pote à moi, il m'a dit, tu sais quoi, je pense que même si tu leur as mis un coup de poing, ça aurait été moins grave que ça, en fait. C'est juste, en fait, la prise, comme tu dis, on voit pas ça sur le terrain, sur le truc et tout, ça a choqué tout le monde, tu vois. Parce que personne s'attendait à ça. Et tu vois, je me dis, au final, si j'aurais mis un petit coup, ou si un truc, enfin, de base, j'aurais dû rien faire. Oui, non, bien sûr. J'aurais dû rien faire, juste aller séparer, tu vois. Il y a eu beaucoup de... Très vite, les joueurs ont calmé. Kevin Punter a mis un tweet, Sergio Llull a mis un tweet. Toi, t'as été vraiment la cible de toutes les critiques par rapport à ça. J'imagine que ça a dû être très pénible à vivre. Est-ce que t'as pu reparler, échanger avec Dante Exum? Non, parce que je sens surtout de son côté à lui. C'est après c'est normal, c'est lui qui a reçu le truc et tout. Il est blessé, en plus il se blesse sur l'action. J'ai pas envie de rentrer dans... Non, mais je veux dire, tu vois, c'est pas un coup et 2 minutes plus tard, anodin. Après, voilà, je sais pas par rapport à ça. Je sais qu'il a joué les 3 matchs qu'on suivi, il a joué un tas de minutes, il a fait les trucs, que son pied, ça s'était passé déjà quelques actions avant, ou je ne sais plus quoi, parce qu'il avait déjà eu un problème, il était sorti pour ça. Ils ont voulu mettre ça sur moi et tout. Aujourd'hui, moi, je sais pas. Peut-être que c'est moi, peut-être c'est pas moi. Donc, j'ai pas envie de rentrer là-dessus. Mais bon, nous, on a aussi les réseaux, tu vois. Quand je vois la vidéo qu'il arrive à l'aéroport, qu'il marche tranquille, et que d'un coup, on lui dit, attends, il y a les médias, qu'on lui passe les béquilles, il marche en béquille. Ok. Je vois que vous voulez pas que je revienne pendant la série, ça, c'est pas le problème. J'assume. Ça faisait partie du folklore. T'es retourné jouer aux Partisans depuis? Ouais, c'est ça. T'as joué? Ça s'est passé comment? Trop bien. Ils t'ont accueilli. Ouais, c'est ça. C'est devenu... T'appréhendais un peu? Appréhender, non. Excité.
Ouais, ça excité. Ouais. Ces ambiances. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Hein. C'est ce que je disais aux gens. Je disais ça, c'est pour ça que tu joues au basket. D'avoir une salle contre toi, t'imagines? T'as toute une salle contre toi et tu marques. C'est dingue, tu vois. Et moi, c'était plus ma femme, vraiment, qui me disait, mais attends, comment ça va se passer? Il y a une sécurité, c'est pas possible. Tu peux pas y aller et tout. Ma mère, elle m'appelle aussi et tout. Comment ça va être et tout? Non, j'ai dit, ça va aller. Ils avaient prévu la sécurité qui était avec moi, H24, vraiment. Parce que là-bas, ils sont vraiment tous branchés basket, tu vois. Même pour rentrer. Parce que quand tu rentres sur le terrain, en fait, les tribunes, elles sont serrées. Ça veut dire, là, tu passes, ils sont tous là. Donc là, je chantais leurs doigts juste là. Ils faisaient tous des Allez, fêtes, bon match, Gershon! Ça passe juste là, je courais. Courtside, ils sont tous debout en train de m'appeler pendant le warm-up. Je mets un pied sur le terrain, ils chantent tous en chœur un truc avec mon nom de famille, j'entends. Moi, je suis là. Et tu sais, bon, c'est pas pour échauffer, mais tu sais, je chante avec eux, je fais le truc et je sens qu'il y a ce truc-là. Donc quand j'arrive, je rentre, je mets mon premier panier à 2 points. Moi, je me regarde, je me dis, ah là, je suis bien là, ça, c'est parti. Ils me donnent la balle, j'ai mis 3 points, un truc, je me suis mis dans le truc et tout, on a gagné. Je crois qu'en plus, on les bat et à cause de la victoire, ils font pas le play-in. Parce que si on perdait, ils étaient sûrs de le faire et tout. Donc, il y a ce truc-là. Après, voilà, j'ai rien contre eux, vraiment. J'ai rien contre eux. Mais ouais, il me lâche pas. Hein. Il me lâche pas encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si tu peux mettre une photo là, tu regardes les commentaires, tu vas voir un truc en serbe. C'est comme ça. C'est encore un peu trop récent. Ouais. Dans 5 ans, j'espère. Enfin, qu'ils se calmeront un peu. Quoi. Ouais. Et j'aimais bien parce que moi, je prenais mon temps. Faut savoir que moi, sur les réseaux, peu importe qui m'envoie un message, je le vois. Donc, je prends mon temps. Je répondais à tout le monde, savoir ce qui se passait, les trucs et tout. Donc, on avait ce rapport-là avec les fans. De là-bas, c'était assez incroyable. Mais ils sont pas méchants. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont arrivés, m'ont insulté et j'ai répondu. Il me dit, ah putain, je savais pas que t'allais répondre et tout, ça me surprend. En fait, non, c'est juste par rapport à ça, mais sinon je t'aime bien, j'aimerais bien que tu viennes jouer pour nous. Tu sais, c'est souvent c'est comme ça que ça tourne, tu vois. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis, ils sont pas méchants et je comprends la frustration par rapport au match. Voilà, t'es un fan, tu suis vraiment le truc à fond, donc oui. Je comprends, mais bon, c'est pas... Tu vois, je déteste pas comme Barcelone, par exemple. Tu vois, c'est pas pareil. On va reparler de basket. C'était passionnant d'avoir ta version. Non, mais c'était passionnant d'avoir ta version là-dessus. Tu es en train de t'écrire une carrière en Europe fantastique, une carrière avec l'un des plus grands clubs d'Europe fantastique. Mais avant ça, il y a une draft avec les Celtics, il y a la Chine une première fois, une deuxième fois. J'aimerais qu'avant qu'on ouvre ta parenthèse NBA, que tu nous parles de ce championnat chinois. Ouais. T'as joué dans 2 équipes différentes, un an avant les Celtics, un an après. C'est comment ce championnat là-bas? On en parle un peu, mais c'est vrai qu'on connaît pas grand-chose. À part Edwin et toi, je connais aucun Français qui allait jouer là-bas de mémoire. Je crois que on est les deux. Les deux seuls, ouais. Amat, il avait joué au Japon. Ouais. Amat Japon, ouais. Donc on est les deux seuls en Chine, ouais, c'est ça. Non, c'est un championnat assez, on va dire, spécial. Et contrairement à ce que tout le monde pense, c'est très, très, très dur. Très, très, très dur. Pourquoi? Parce que t'arrives déjà dans une nouvelle ligue, il y a 2 étrangers, t'as la pression d'être coupé à tout moment si tu performes pas. Tu vas avoir la balle aussi, donc va falloir que tu sois bon dans tes décisions, dans tout ce que tu fais. Et puis tu joues avec des Chinois qui ont, on va dire, peur de rien. Tu vois, ils ont tout à prouver, surtout quand t'es à l'étranger, ils veulent prouver quelque chose. Donc ça veut dire déjà chaque match que tu joues, partout où tu vas aller, tu vas jouer contre quelqu'un qui va essayer de prouver quelque chose contre toi. Donc ça veut dire tu peux jamais te reposer, on va dire. Faut que tu sois tout le temps sérieux dans ce que tu fais et il faut surtout que tu marques. Moi, je m'en souviens, ma première année à Shanghai, j'étais avec Jimmer Fredette, donc la connexion avec lui, elle se passait super bien. Lui, il shootait vraiment shooter fou. C'était, j'ai jamais vu ça. Le jour où il a mis 72 points devant moi, j'étais comme un fan. Hein. J'étais sur le banc, je le regardais. Il prend la balle, il regarde gauche-droite, ça part direct. Et j'étais surpris, mais tu vois, on gagnait plusieurs matchs. Et moi, tu vois, je faisais quoi 15 points, 10 rebonds, voilà, match solide, tu vois. Donc, lui, il en foutait 30, 35, un truc comme ça, et tout, on gagnait. Et il vient me voir dans le vestiaire et il me dit j'ai parlé là avec le propriétaire et ça va pas trop. Je dis comment ça? Et il me dit ouais, là il faut que tu marques plus. Je dis marque plus comment? Parce que là on gagne et tout, comment tu veux que je... Ouais, non, Victor gagné, défaite ou victoire, il s'en fout lui. Il veut juste que tu fasses du chiffre. Ok.
T'es trader ou t'es joueur de basket, du coup? C'est ça, en fait. Donc, en fait, à ce moment-là, moi, je commence à me dire, OK, tu veux que je shoot? Ben, t'inquiète pas. Donc, là, je commence à prendre la balle et je commence à prendre beaucoup plus de décisions, tirer plus à 3 points et à pousser les stats. Et là, mes stats, elles sont montées aussi. J'ai l'impression que ça t'a servi, ça, parce que nous, on est formés dans le basket collectif de la France. En fait, c'est ça. Du basket européen, on se fait des passes, machin. Exactement. Là, ils t'ont dit maintenant, t'es une restat, t'es payé tant que tel, il faut que t'envoies. Et du coup, des fois, j'étais avec Jimmer sur le terrain, mais des fois, j'étais tout seul avec les Chinois. Et à ce moment-là, ils me donnaient la balle. Vas-y, crée la situation. Donc, je me retrouvais tête de raquette, en train de jouer mes 1 contre 1, en train de partir, essayer de faire des passes, des trucs et tout. Donc, ça m'a aidé de dingue. Ça m'a aidé de dingue dans mon jeu, à progresser, à avoir des responsabilités et à gérer aussi la pression. Et c'est pour ça, en fait, quand j'arrive directement à Boston, ben, moi, déjà, mentalement, je suis bien. Je me dis, bon, on va voir c'est quoi. Je sais que c'est un autre niveau. Mais au moins, moi, individuellement et mentalement, je suis bien. Tu vois, donc, ça aide beaucoup. Ça s'est fait comment, ce choix parce que t'es drafté? Ouais. On a l'impression que si tu fais une année comment on dit, stage, c'est ça? Ou tu restes stage, c'est ça. Un an en Europe, en général. Ouais. Là, tu te retrouves en Chine. Comment ça, c'est quoi l'idée? Elle est venue comment? Bah, ça vient pas de nous. Je m'en souviendrai tout le temps. On était à la Summer League. Bon, pour être un peu transparent, je parlais déjà à quelques équipes, dont l'Asvel, on étant bien en contact. L'Asvel qui était même une bonne option. Et donc voilà, on parle à quelques équipes comme ça. Le jour ils avancent, moi je continue à jouer. Un jour, mon agent, Olivier Mazet d'ailleurs, avec Richie Felder, ils sont ensemble et il m'appelle, il me dit écoute, on vient de recevoir une offre, mais on est en train de double-check, savoir c'est quoi le truc et tout, parce que ça nous paraît un peu ouf et tout, mais vas-y, je t'en parle pas encore, j'attends. Ok. Il me rappelle, il me dit, écoute, faut qu'on aille manger ensemble. Ok. Bon. Je me dis, bon, c'est quoi le truc? Vas-y, on va voir. On va manger et tout, et il me parle, et il me dit, bon, écoute, faut que je te parle d'un truc là, c'est un peu dingue, mais voilà. On a reçu une offre aujourd'hui de la Chine. Moi, je dis, de la Chine? Il me dit, ouais. Je dis, ah ouais, ça dit quoi et tout? Il me dit, c'est Shanghai et tout. Franchement, c'est une bonne équipe et c'est l'équipe de Yao Ming. Donc déjà, c'est ça aussi en fait qui m'avait aidé dans ma décision, c'est de savoir, bon, c'est l'équipe de Yao Ming, c'est le truc et tout. Bon, je me dis, ça va être carré au moins, c'est sûr. Ils proposent plus d'1 million quelque chose et tout, sans taxes, sans truc et tout, donc... Imbattable en France. En Europe, même à ce moment-là. En Europe, à ce moment-là, il n'y a personne en Europe qui va te filer ça. Partout dans le monde. Ouais. On se le dise, hein. Nulle part dans le monde, quelqu'un allait me donner ça j'allais sur 19 ans, à 19 ans, je crois, un truc comme ça. Nulle part. Écoute, ils te promettent tant de jeux, tant de trucs, voilà, ça va être ça, t'auras une responsabilité, tu vas être sur le terrain, tu vas être avec un ancien joueur d'NBA, Jimmer Fredette, qui était ici et tout, qui a fait tout. Donc voilà, ils me vendent le truc comme ça. Donc forcément, attends, ça a l'air dingue le truc et tout, donc là on commence à regarder et tout. Et on voit avec Yao Ming, il me dit qu'en plus en pré-saison, on a un match contre Houston, parce que Yao Ming est à Houston, donc il y avait une espèce de connexion comme ça. Donc à ce moment-là, je réfléchis et je me dis, bah ouais, en fait, écoute, moi je me suis mis on va dire un coup de pied aux fesses en me disant, là tu vas partir, tu vas être solo, va falloir le faire, quoi, tu vois, c'est 6 mois, 7 mois au plus, tu vois, peut-être 8 mois si tu vas jusqu'au fond des playoffs, mais voilà, c'est assez rapide. Écoute, faut serrer les dents, il faut y aller, quoi. Et donc après, à ce moment-là, je me chauffe et j'y vais, et puis ça c'est vraiment très Quand tu dis solo, t'es vraiment allé solo? Ouais, en fait, à cette époque-là, je vivais avec quelqu'un, mais on était sur les 6 mois et demi, on va dire même 7 mois, j'ai fait, 5 mois, j'ai bien fait, 5 mois solo. C'était pas trop dur, du coup, parce que la culture est tellement différente. Les États-Unis, déjà, c'est difficile pour les jeunes Français, mais là, on parle de la Chine, c'est incroyable. En fait, c'était très compliqué. On va pas se mentir. Non, au début, franchement, le plus dur, c'est... Moi, j'ai pas envie de dire ça comme ça, on va dire les générations, mais on va dire Internet. Par exemple, tout bête, faut utiliser VPN. Et tu vois, VPN, ça prend quand même pas mal de la connexion, tu vois. Et des fois, moi, chez moi, Internet, la box, elle déconnecte, donc ça marche plus. Ok, donc la télé qui fonctionne aussi avec un Fire Stick, ça marche aussi avec Internet. Donc déjà, tout ça oublie. Donc maintenant, moi, j'ai mon ordi et je suis tellement resté des jours là-bas sans Internet que tous les films de mon ordi, toutes les séries, j'ai déjà tout vu. Donc il y a des soirs, je me retrouvais chez moi, en train de me faire à manger, je mange et je regarde un film que j'ai vu 15 fois déjà. En train de le regarder comme ça, pas sommeil, je vais me balader dans la rue et tous les trucs. Franchement, j'étais vraiment dans ma vie, on va dire, solitaire et j'essaie de trouver des trucs, en fait,
pour m'adapter, quoi. Mais il y avait des périodes compliquées, ouais. Mais bonne expérience, quoi. Ça t'a formé un peu à ce qui va être la suite. Ça m'a fait grandir aussi, même dans le basket, mais aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. Ça m'a fait vraiment apprendre à, tu sais, truc tout bête, mais vas-y, ranger la maison, faire à manger, avoir des petits trucs comme ça où, si tu fais pas, t'as rien, tu vois. Un adulte, en fait, un jeune adulte. Exactement. Et vu que j'étais jeune, en plus, ça m'a aidé justement à comprendre ça et à passer, on va dire, un cap aussi très tôt, ouais. Un an en Chine, donc, où tu grandis, pour le coup, et tu prends un bon petit bifton aussi. Ouais. Ça c'est important. Ouais. Quand on est professionnel, ça dure 15 ans, faut prendre le maximum, hein. On va arrêter avec cette démagogie à 2 francs. Je voudrais qu'on va ouvrir vraiment le chapitre NBA. On va commencer par la draft. Ouais. C'est une surprise, déjà, la draft. Bien Pas sûr. que tu sois drafté, mais que tu sois 16e. Aussi haut. T'es très haut. T'es très haut par les Celtics. C'est, là, j'y repense encore, là, je rigole, mais je peux même pas expliquer. C'est incroyable parce que normalement, les équipes, elles parlent justement avec les agents et les trucs, tu sais un peu plus ou moins et tout. Donc, nous, on est en contact avec plusieurs équipes. Des équipes qui me voulaient, qui m'ont dit, écoute, à telle position, là, on a ça, on le veut là, on le veut là. Moi, je savais que j'étais fin du premier tour, début du deuxième. Et pendant la draft, donc ça avance un peu à quelques chiffres, on reçoit des messages qu'on nous propose que, attends, là, ça va trader là. Tac. Donc écoute, là, on peut l'avoir peut-être, je te dis une bêtise, 20. Il y a une autre équipe qui a dit, bon, on va l'avoir, je crois, en 25 ou un truc comme ça. Donc on savait à peu près c'était par là. Donc ce qui se passe, j'étais avec mon agent, on est au pic 12. Bon, j'ai envie d'aller aux toilettes, et puis c'est vite. Donc je lui dis, il vient avec moi, on va aux toilettes, on pisse tranquille, on parle. Ça va et tout, ouais. Moi en même temps j'ai mon téléphone, je parlais avec, il y avait mes potes qui étaient réveillés, donc on se parlait. Et on commence à rentrer, c'est le pic 14, donc on est tranquille, on parle tout, le pic 15. Et en fait un truc un peu qui spoil un peu, mais nous quand on est à la draft, on sait qu'il va être drafté avant, parce qu'il y a les caméras qui arrivent déjà bien avant le pic, parce qu'ils se préparent, il y en a plein, tu vois, donc on regarde là-bas, ça va être lui le prochain, etc., etc. Donc, ils arrivent au 15, le 15, il termine, donc, Adam Silver, il part là-bas, donc, là, et on voit les médias qui commencent à arriver vers nous. Et à ce moment-là, moi, je suis au téléphone, justement, avec mes potes de France, Gaylor et Marvin, qui étaient debout. Ils essayaient de me calmer parce que j'avais un peu la pression. Et on est comme ça, tout, je suis au téléphone, en train de parler, il y a ma mère à côté. Franchement, je me souviens comme si c'était hier. On est en train de... Et je vois, je les laisse pour qu'ils passent, tu vois, parce que moi, j'étais au bout. Donc, ils sont là comme ça, ils s'arrêtent et je suis au téléphone. Et eux, ils sont en train de me parler, j'écoute plus. Et je les regarde que eux. Je me dis, mais attends... Et direct, je regarde mon agent. Et mon agent aussi, je le regarde et on se regarde en mode... Donc après, il appelle le gars, il lui dit, c'est Gershon le prochain? Et ils disent, oui. Et il reste comme ça quelques secondes, il dit, Yabusele. Il dit oui. Il dit... Gershon Yabusele. Et le gars, carrément, il dit, mais tiens la feuille. Donc, on regarde la feuille et on voit, je suis 16. Quand il a vu mon nom, il m'a regardé, sourire, il m'a checké, on s'est checké. À ce moment-là, je tremblais. Je comprenais plus rien. Mon téléphone, j'ai même pas raccroché, je l'ai jeté. Je l'ai passé à, c'était mon ex, c'était là, je lui ai donné. Et ma mère, elle a commencé à pleurer, donc je lui fais un câlin et tout. Ils annoncent mon nom. Et là, à partir de là, en plus, si tu regardes bien les images et tout, je fais que de sourire. Je fais que de sourire. Comme toujours. Je suis stressé. Non, mais là, c'était vraiment là. J'avais des crampes. J'étais comme ça. Il me parlait, j'étais comme ça. C'était incroyable. Et là, je descendais. J'avais la pression. Donc, il me passe la casquette. J'essaie de la fixer, de la régler. J'arrive pas. Je descends l'escalier. Je me dis, tombe pas. Fais ton pas tranquillement. Je passe devant. Je vois Tim en plus. Tim, il me check. Ah, félicitations et tout. Je monte. Je serre la main et tout. Et à partir de là, là, je me dis, ça y est, c'est un rêve, c'est quoi ce délire? En fait, j'ai été trop surpris. Pourquoi 16? Pourquoi truc? Attends, j'ai fait un très bon workout là-bas, mais attends, ils nous ont pas parlé. Et donc, derrière, après, il y a tous les médias, tous les trucs. Mais Boston, en fait, de ce que j'ai su, ils disent jamais qu'ils vont drafter avant, à part les 2, 3, les trucs comme ça, que c'est très haut. Mais sinon, ils disent jamais qu'ils vont drafter, donc à chaque fois, c'est une surprise, quoi. Donc, c'est un début de carrière NBA de rêve? De rêve. Vraiment, parce que même en termes, par exemple, de réseau, là c'est fini, donc j'ai pas mon téléphone. Le soir, on va manger, je reprends mon téléphone, mais je gagne, je sais pas combien de followers, du truc et tout le monde parle de toi et tout, tu te dis, putain, ça y est, je vais arriver dans le truc. Donc, tu vas manger à New York. À New York, ils ont suivi tout le truc. T'arrives dans un restaurant, on te dit directement, ah, yeah, congratulations, tu vois, directement. Et l'anecdote en plus, c'est que, comme par hasard, enfin, c'était dingue, c'était le destin, mais je décide de prendre un restaurant au hasard, comme ça on y va. Dedans, il y a Timothée avec sa famille, avec Isaiah et sa famille.
On vient de se faire drafter, on était petits qui jouaient l'un contre l'autre quand on était petits, et là, on se retrouve là. On se regardait tous comme ça, on s'est dit, putain, les gars, vous réalisez, on a fait la draft, on a été drafté là, putain, c'est le next step là, c'est l'NBA, c'est des trucs, c'est dingue, quoi. Mais vraiment, expérience de folle. La draft, c'est le meilleur moment de ma vie. Et aucun des trois, ils sont en NBA aujourd'hui, c'est terrible, ça. C'est dingue, hein, Ça, franchement. c'est incroyable. C'est des très bons joueurs d'Euroleague. Attends, bon, j'ai pas dit que mais on est c'est bien raté ici, leur vie, c'est je te vrai, dis. c'est vrai. Le constat, c'est que tous les trois, Ouais, après, ouais. vous regardez, c'est le début du rêve. Il y a des raisons oui. différentes. On a parlé, Ouais, on bien a eu sûr. la chance cette année de parler à Timothée justement par rapport à son passage en NBA. Ouais. Mais moi, Et au c'est deuil, au deuil. Et au deuil, moi, c'est un truc, je te le dis, hein, on s'est recroisés à Berlin, ça et tout, mais en Ouais. interview, je la garde cette question, je voulais pas te la poser en privé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Boston? Tu sais que moi, je ne comprends pas, avec mon regard de fan et de journaliste, de loin, pourquoi tu t'es pas intégré là-bas? Pour moi, il y avait tout pour. Ouais. J'ai vu Samy Ojeleye jouer à ta place. Alors, je vais me faire certainement engueuler, mais Williams. même Grant Williams, t'étais en concurrence clairement pour avec eux. Pour moi, c'est des mecs à qui t'as rien à envier. Voire, C'est une question que je dirais, j'aimerais bien aussi me poser avec les mêmes gens qui étaient là et qu'on se dise la vérité maintenant que tout est passé, tu vois. Mais j'ai jamais eu cette réponse, en fait. Et c'était très frustrant et très compliqué à ces moments-là parce que, voilà, moi, ma famille, ils le savaient parce qu'ils sont proches de moi, même mes amis. Mais en fait, je l'ai mal vécu, en fait. J'arrivais pas à faire le truc parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Ça veut dire, si j'ai pas le basket, j'ai rien. Déjà, là-bas, il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Si, en plus, je joue pas, je dormais à 4h, 5h du matin. Pas parce que je voulais, hein, parce que j'arrivais pas à dormir. On termine le match, t'es chez toi 23h, 23h30. Je dis, vas-y, bon, minuit 30, je me mets au lit. Je suis au lit à minuit 30 en train de tourner. Je peux pas dormir. Parce que, en fait, j'ai pas eu ma dose d'énergie dépensée, de tout, pour aller dormir. Donc, j'arrivais pas à m'adapter, à faire les trucs et tout. Mais bon, le truc bien que j'ai fait, c'est que j'avais mon entraîneur perso, Christian Belize, qui venait me voir à Boston très souvent. Il restait des grandes périodes, justement, pour travailler sur mon corps et tout. Parce que, justement, vu que je faisais rien, je prenais du poids. Je vais pas manger des trucs ouf. Mais vu qu'en fait, j'ai pas cette petite dépense que j'ai au quotidien, ben au final, je stack et je commençais à prendre du poids. Donc, quand il venait, on bossait ensemble, mais comme pas possible. Hein. Je rentrais des matchs de déplacement à 4h du matin. Je l'appelle, prépare-toi, on va à la salle. Je viens le chercher, on va à la salle, on faisait des séances à n'importe quelle heure. Parce que j'avais besoin de me dépenser et je bossais. Hein. Et il voyait que je bossais et il disait, on aime bien, là, comment t'es, là, t'es ci, t'es ça et tout. Mais ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Mes agents, ils avaient demandé un meeting avec eux. On a eu un meeting. Après, mes agents, ils ont demandé un trade parce qu'il y avait d'autres équipes, même la première année, intéressées, qu'ils ont demandé à mes agents, on aimerait le trade, c'est quoi et non, on veut pas le trade, on veut pas le c'était trade. Danny Ainge le GM et c'était Brad Stevens le coach. Exactement. On veut pas le trade. On l'aime bien. C'est ci, c'est ça. Et ça, c'est encore plus frustrant. On t'aime bien, mais tu joues pas. Tu vois, c'était bizarre. Et au début de la saison, j'étais annoncé avant justement chez Mi Ojeleye, en plus qui est mon gars, j'étais annoncé avant lui. Et après, pendant la saison, c'est oui, mais attends, on fait jouer lui parce qu'il défend plus. Oui, mais attends, on fait jouer lui. Ok, il shoot pas, mais il assis. Ok, mais donc c'est passé un peu dans ça. Et même, tu vois, Daniel Theis aussi qui était aussi on va dire en concurrence avec moi. Au début, il disait oui, on aime bien Gershon parce qu'il shoot plus, il peut attaquer, il peut faire ci, il peut faire plein de trucs. Après, c'est oui, mais en fait, Daniel, parce qu'il est grand, donc il prend plus de rebonds. Après, bon. En fait, ça allait pas à chaque fois. Mais j'ai plusieurs anecdotes en fait qui sont encore plus frustrantes parce que j'ai eu Kyrie plusieurs fois à qui on a parlé. Kyrie, c'était ma deuxième année où on est en playoff. On est c'était pas Milwaukee, c'était on était en déplacement à Indiana, je crois, c'était même pas les playoffs pendant la saison. Il m'a dit il m'avait appelé dans sa chambre, j'en parlais et tout, et il m'a dit tu te sens bien dans l'équipe et tout, comment ça se passe et tout, ouais et tout, est-ce que tu penses que tu peux jouer et tout. Moi, Mieux que lui, tu te sentais dans l'équipe? Ouais. On va dire ça. Non, il était bien. À cette époque-là, il était bien. Bon, lui, il a eu ses problèmes un peu perso avec les gens en haut. Bon, c'est ses histoires à lui, mais il me posait des questions, tu vois, savoir si ça se passe bien et tout. Je disais oui, il m'a dit écoute, moi le coach, il m'a parlé, j'ai parlé avec lui et tout, et franchement, on pense se donner la chance, tu vois. Et il a dit moi, j'ai dit au coach et tout que ouais, on a besoin de toi, que t'as besoin de jouer, que t'as fait ça. Donc, je lui ai dit putain, Kerry qui me dit ça, qui a parlé au truc et tout, qui a fait ça, bon, il doit y avoir quelque chose, tu vois. Bon, toujours rien. On va à Milwaukee en playoff, là où on a perdu contre eux, l'année où on a perdu contre eux. On a déjà perdu les 2 matchs à domicile, je crois. Et on allait là-bas. Et à Ford, j'étais surpris, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, t'es quelle chambre et tout
ok, je peux passer? Je lui dis, ouais. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Pareil. Et il m'a parlé bien et tout. Et il m'a dit, là, je te dis franchement et tout, je vais aller voir moi le coach personnellement parce que là, de toute façon, on est à 2-0. Donc, il faut tenter quelque chose. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi déjà depuis on tente pas quelque chose. Mais bon, écoute, je pense qu'il est jamais trop tard. Et vraiment, je pense que tu peux vraiment nous aider. Que tu peux apporter quelque chose. Et que je pense vraiment qu'on a vraiment, vraiment besoin de toi, tu vois. Donc pareil aussi, tu vois, à Lorford, un gars que c'est un ancien, tu vois, c'est quelqu'un qui a une expérience de dingue, tu vois. Donc je me dis, lui qui pense tout ça, qui me dit ça, c'est sûr qu'il y aura quelque chose aussi derrière, tu vois. Et au final, rien. Et la deuxième année, elle se termine. Et quand je suis en Summer League, Daniel, il m'appelle, je vais le voir. Il me regarde, il a les yeux qui brillent et tout. Je dirais, il va pleurer. Il me regarde, il me dit, ouais, je suis désolé et tout. On t'a fait échouer et tout. Ça s'est pas passé comme on a voulu. Voilà, je suis vraiment désolé, je voulais te le dire. Et puis voilà, là, on décide de pas te garder et tout. Là, non, ça. Moi, à ce moment-là, je lui dis, ok, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas grave. Moi, j'ai pas eu la chance. Tu vois, j'ai pas eu la chance de montrer. Et quand je l'ai eu, à certains moments, et que j'ai bien joué, que j'ai bien fait, bah, il y a rien eu derrière, tu vois. C'est hyper frustrant, la situation. Je m'en souviens d'un match à Memphis où on a joué, quand Joachim Noah, il était là-bas, en plus, et que on perdait de moins 15 ou moins 16, et il se dit, bon, le match, il est fini, donc il me met comme ça. Et moi, pareil, comme je te dis, il n'y a qu'énergie, tout, tu vois. Je mettais des shoots, j'ai mis des contres, j'ai fait plein de trucs. Et on est revenu dans le match, on a gagné. Il va clairement en conférence en disant, c'est grâce à Gershon qu'on a gagné. Donc, ils arrivent tous au vestiaire, les médias. Ouais, Brad Stevens, comment tu te sens et tout? J'ai dit, je suis content et tout, mais voilà, tu vois, moi, je suis là depuis le début, je suis prêt, tu vois, j'attends juste qu'on me lance, tu vois, et j'ai dit, mais bon, on verra, tu vois, la suite. J'ai fini ma phrase comme ça, mais la fin de la phrase, c'était, on verra la suite, comment ça va se passer les prochains matchs, tu vois. Bah, le prochain match, 0. 0. Un petit peu de garbage time là, par-ci, par-là, donc rien, quoi. T'as eu des discussions en direct avec Brad Stevens? Ouais. C'est Danny Ainge, pendant l'année, qui m'a dit, écoute, je comprends toujours pas pourquoi tu joues pas, c'est bizarre. Et il me disait clairement, t'es meilleur que ce joueur-là, Qui? Là, après, je vais pas dire forcément. Non, je vais pas dire forcément les noms, mais il m'a dit. Il m'a dit, franchement, t'es meilleur la plupart des gars qui sont là, tu vois. Je comprends pas pourquoi tu joues toujours pas et tout, pourquoi tu fais pas ça et tout. Et il m'a dit, tu sais quoi, tu devrais peut-être aller le voir, aller lui parler, voilà, lui dire vraiment que t'es prêt, que t'es là, qu'il peut compter sur toi, etc., etc. Donc, tout le choix à l'américaine. Donc, moi, j'y vais. Et je dis, est-ce que je peux te voir? Il me dit oui. Je dis, voilà, moi je voulais vraiment te faire savoir que je suis prêt et vraiment j'ai envie d'aider l'équipe et je pense que je peux le faire, tu vois. Je dis pas que je vais t'apporter je ne sais quoi, mais tu vois, rien que dans l'énergie, dans les rebonds, dans tous les trucs comme ça, tu vois. Quelques minutes par-ci par-là et tout, il m'a dit franchement j'apprécie que tu viennes me voir, c'est bien, je sais que maintenant j'ai l'option et tout, merci et tout, voilà, t'inquiète pas. Tu lui en veux ou pas? Parce qu'en vrai, c'est incroyable le jeu. Mais quand tu dis ok, tu viens me voir, c'est cool, maintenant je sais que j'ai l'option. Mais quand tu draftes un mec 16e. Bah oui. Au bout d'un moment, elle est là. Mais le sur le terrain à un moment donné, juste pour voir. En 10 matchs. Moi, on est en train de tomber sur un mec qui est champion, dont on a saucé parce qu'il est devenu GM et que bref, il a monté l'équipe de foot, donc les gens. Mais c'est incompréhensible. C'est la première fois que t'en parles de ça. Ouais, exactement. On a que des échoues avec toi. Il faut revenir, hein, frère. On n'a pas commencé l'équipe de France. On n'a pas commencé l'équipe de France. Là, ça y est. Ça se trouve, l'équipe de France, je vais la chasser un truc. J'arrête. Oh non! Non, pour de vrai, c'était la situation, j'arrivais pas à la comprendre. Et je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire de plus ou de mieux, parce qu'en fait, clairement, donc ceux qui jouent moins, on fait du 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4-4, des fois on arrivait même à faire du 5-5. Et j'avais même des gens qui étaient témoins, qui étaient là, par exemple même mon entraîneur qui était là ou quoi que ce soit, et je bousillais les entraînements. Et c'était pas pour dire juste ça comme ça. Je bousillais les entraînements, complets. C'était peu importe qui y avait devant moi, parce qu'en fait j'avais cette niaque là, putain, je vais vous montrer, tu vois. Et des gars qui jouaient même, j'étais là à l'entraînement, il y avait pas de cadeau. Donc c'est pour ça qu'en fait même Al ou Kairi quand ils me disent ça, c'est parce qu'ils m'ont vu justement à l'entraînement, ils voient comment je suis en forme, ils voient comment j'arrive à sauter, à faire tout ça. Donc il y avait ce truc là un peu qui faisait chier, tu vois, de pas pouvoir jouer. Mais bon, est-ce que je leur en veux? Aujourd'hui, non. Mais est-ce que j'aurais voulu longtemps avant? Oui. Disons que ça a bien tourné. Exactement. Exactement. Voilà. Et moi, je pense que
franchement, je me suis avoué ça à moi-même il y a l'année dernière où je me suis dit, en fait, tant que j'étais encore bloqué dans et je leur en veux et tout ce qui s'est passé, j'arrivais pas à bien avancer. Et quand j'ai dit, vas-y, en fait, c'est fini, on fait ça et tout, et que j'ai recommencé à Lasvel, là, je me suis dit, tu sais quoi, tu repars dans ton truc, fais ton truc bien. Après, il y a eu Madrid et tous les trucs, et là, aujourd'hui, c'est incroyable ce qui se passe. Mais ouais, il fallait qu'en fait, je fasse, on va dire, le vide, le deuil de tout ça, et que je reparte à zéro. Et que... alors, il te coupe, hein, c'est ça, hein. Ouais. Il te coupe, donc alors que t'es dans un contrat rookie. Ouais. Alors, j'ai une question bête. Quand il te coupe comme ça, tu prends la totalité de ton contrat? Ce qui ouais. reste? En fait, j'ai mes 2 ans, parce que moi, j'ai 2 ans garantis. Donc moi, j'ai fait mes 2 ans, et je crois qu'ils ont l'option de re-signer ou quoi, un truc comme ça. C'est ta troisième. Et on a pas ce ballon un peu? Ouais, c'est celui-là de la Copa, non? Voilà. Je pense que t'as signé quelque part, d'ailleurs. En plus, je l'ai pas regardé, mais quand j'ai vu la couleur tout à l'heure, je me suis dit, c'est la Copa ou c'est pas la Copa? C'est la Copa. C'est la Copa. T'as signé quelque part là, il y a Gabi. C'est le ballon de la Copa, c'est pas de la charcuterie corse, hein. C'est bien dommage. C'est bien dommage. J'aime bien. Donc, ouais, donc du coup, donc tu prends t'as pris la suite? Ouais. T'as pris la... Donc j'ai pris mes 2 ans, et en fait, j'ai décalé, sur plusieurs années et tout. Bon, ça, c'est pas le truc, mais ouais. Donc quand c'est comme ça, vu que c'est garanti, moi, mes 2 ans au premier tour, ben, j'ai pris, ouais. Tu reviens, tu fais une année en Chine, on a déjà parlé de la Chine, et après tu vas à Lasvel, on va évidemment y revenir. Ouais. Mais t'insistes pas plus que ça en NBA, tu dis qu'il y avait des équipes qui étaient intéressées. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait une grosse erreur. Enfin, j'aime pas dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui... c'est génial ce que tu fais. T'es épanoui, voilà. T'es titulaire au Real, Voilà. Mais je sors de la Summer League, donc ça se termine, et bon, j'aime pas dire genre je boude, mais j'en veux un peu à l'NBA, parce que je me dis, putain, attends, je suis drafté, j'ai pas eu de chance, et en fait, genre là, c'est fini, on me dit tac, et après, en fait, ils m'ont coupé tard. C'était vers la fin de la Summer League. Donc la fin de la Summer League, il y a déjà quasiment toutes les équipes qui sont faites et tout. Donc déjà c'était compliqué ça. Et ensuite l'erreur que j'ai faite, c'est mon agent, il m'a dit, écoute, on a Washington qui aimerait te prendre pour le training camp. Et ils ont, je crois, 2 contrats déjà, des gars qui seront là, et sinon ils ont plein de contrats à donner, en gros. Donc en gros, vous venez au training camp, vous vous battez, et, on prend les meilleurs, tu vois. Et moi, avec un peu cette rage et ce truc, je dis, ouais, ça y est, je vais pas... Il y a une flemme, c'est bon. J'étais là en train de faire un truc, si c'est pour faire encore ça, pour aller me battre là-bas, garantir rien du tout. Après, je dois courir après un contrat pendant toute l'année, faire tout ça. J'avais pas envie. Donc je me suis dit, écoute, viens, on va quelque part où on fait une année. J'ai besoin de confort un peu aussi. Pas forcément confort, mais comme je te dis, en fait, c'est juste comment ça s'est passé. Si je savais plusieurs jours et tout avant que j'allais pas rester à Boston et faire tout le truc, ben peut-être que je me serais déterré déjà à aller le faire un peu plus, tu vois. C'est que là, j'étais dans le truc, j'ai été pris de court, j'étais truc, je me suis dit, bon, laisse tomber, laisse-moi finir l'été, je rentre chez moi, je fais mon truc, j'ai besoin de revenir, on va dire, à la source et partir à autre chose, quoi. C'est juste que là, tout le truc comme ça me saoulait, et en plus, le contrat était pas garanti, donc après, il fallait partir sur plein de trucs, donc c'est juste ça, en fait, que ça me saoulait un peu de pas avoir ces garanties-là, d'avoir un contrat sûr, quoi. Et depuis que t'es parti, du coup, enfin, depuis que t'es rentré en Europe, ouais. T'as eu des contacts pour retourner? Donc, on a eu pas mal d'équipes intéressées. Les Spurs, moi, il y a 1 an ou 2, c'est vrai ou ouais, je crois. En fait, c'est pas genre, on a un contrat pour toi. C'est, on est intéressé. On aime bien et tout, on regarde, les scouts, ils contactent un peu mes agents, ils regardent un peu, ils posent des questions sur le contrat, savoir c'est quoi les clauses, savoir c'est quoi, pour avoir déjà toutes les options. Donc en fait, c'est juste qu'ils viennent à nous pour on va dire, savoir où on en est en gros. Tu vois, ok, si on veut, c'est quoi qu'on doit faire. Mais c'est juste ça. Mais jamais rien de concret, quoi. Jamais rien de concret. La seule année où il y allait avoir quelque chose de concret, je crois que c'était il y a 2 ans. Je crois pas que c'est l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans. Où j'ai failli aller à Utah, où ça s'est joué je pourrais dire quelques heures, quoi, mais un jour, quoi. Où mon agent, il m'appelle, il me dit, je crois que là, on va voir le truc là, on attend, parce que justement, maintenant, le JM de Utah, c'était Danny Ainge, justement. Donc, ils sont tombés un sur l'autre avec mes agents et tout, ils ont parlé, il m'a dit, non, faut qu'on le fasse. J'ai toujours aimé depuis Boston et tout, là, j'ai vraiment fait de faire le truc et tout. Donc, voilà, ils ont parlé et tout, il m'a appelé mon agent, ouais, on est censé retrouver le contrat, là, donc écoute, on le tient au courant. Et le lendemain, ils ont dit, bon, au final, ils vont attendre, parce qu'il y aura des trades et tout, qui va se passer, donc, dont les trades, justement, avec Rudy, avec Donovan, tous les trucs et tout qui s'est passé. Et on attend, et après derrière je vois qu'ils ont signé Fontecchio.
Je vois qu'ils ont signé un autre poste 4 qui sortait de l'université ou un truc comme ça. Et après, j'ai dit, bon, là, ça va être mort. C'est sûr qu'on va devoir. T'étais prêt, toi, à quitter Madrid et à repartir là-bas? En fait, comme je dis, Madrid, en fait, je suis tellement bien que je suis prêt à quitter Madrid que sur quelque chose de NBA. À part si Madrid, ils me veulent plus. Mais, tu vois, que sur quelque chose de la NBA. Sinon, pour l'instant, je suis bien. Ouais, donc, tu gardes ce rêve de la NBA quand même? Ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'en t'as fait, 28 ans. On rappelle que t'as 28 ans, si jeune encore. Hein. Ouais, et je me dis, en fait, j'ai pas eu l'expérience, en fait. J'ai eu l'expérience de faire quelques matchs, quelques trucs. T'as vécu aux States, quoi, mais bon. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai eu... T'as fait Erasmus, quoi. Ouais, c'est vraiment. C'est ok, j'ai eu aussi... C'est qu'en Europe, Erasmus, hein, pour lui. On a l'idée. J'ai eu la chance de commencer dans le 5, tu vois, faire des trucs comme ça. Donc, j'ai fait des expériences, faire les playoffs, jouer la finale de conférence à la maison contre LeBron qui est en pétard et qui nous a allumé, mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois, j'ai eu quand même des trucs bien. Mais j'ai pas eu cette expérience de faire une saison où je joue, tu vois, où vraiment on m'utilise, où je suis là et je peux pas me comparer ou me défier à eux, mais que je puisse être là et, tu vois, jouer mon basket et, tu vois, faire mon truc, tu vois. Et c'est le fait que je l'ai pas fait, justement, ça me donne envie de vraiment y aller pour le faire, tu vois, pour montrer, pour prouver et tout, tu vois. Et quand tu joues contre Team USA, est-ce qu'il y a ce truc de dire, moi, là, les joueurs NBA, je les joue pas dans la saison. Quand je les joue avec l'équipe de France, je veux leur rentrer dedans. Ah, c'est clair. C'est clair. On t'avait vu sur Kevin Durant à Tokyo te mettre des vrais pelées défensives. Bah, je voulais le boire, genre c'est réel, c'est là, c'est maintenant. Vous êtes l'équipe en plus, l'attraction des trucs et c'est de là-bas vous êtes. Là, si on peut pas vous lâcher, c'est là. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça même qu'on gagne le premier match parce que on se dit non. En fait, là, on est vraiment là en mode, ok, c'est les Kenry, c'est ça, c'est les mecs de NBA, mais la réalité vraiment est que c'est une réalité, c'est qu'il y a tellement de bons joueurs aussi qui sont aussi un peu avec de l'ego, tu vois. Donc des fois, ils galèrent dans les compétitions comme ça de FIBA justement par rapport à ça, tu vois. Et on savait que, écoute, il y aura quelque chose à jouer, donc c'est maintenant, tu vois. Et nous, notre groupe aussi, il était soudé, c'était dingue. Notre compète qu'on a fait là-bas, vraiment, elle est incroyable. Et ouais, non, quand on va en finale, moi je te dis, on courait comme ça. Il est loin de la balle, je mettais des coups. Je mettais des coups de coude dans les côtes tout le temps. Je venais, je respirais sur lui, j'étais là et tout, et je le voyais. Des fois, ça le faisait rire, mais des fois, ça le saoulait. Et après, il va dans la podcast pour dire qu'il me déteste. Ça, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Mais je sais que justement, j'ai fait mon truc bien, tu vois. Aussi. Ouais, bien sûr. J'étais pas méchant, moi, je savais que c'était vraiment dans le truc, justement. Mais vraiment, ouais, je me suis dit, lui, j'étais en mission. Clairement. J'étais obligé. Justement, on ouvre la parenthèse de la grande, belle parenthèse, le chapitre plutôt même de l'équipe de France. T'as vécu les JO fantastiques, c'était ta première compète. Première. Hein, donc magnifique, vice-champion olympique. Il y a l'Euro, où là, à l'Euro, tu t'affirmes vraiment comme un vrai cadre de cette équipe de France. Ouais. Il y a la Coupe du Monde, on a l'impression que en fait, ça descendu, ça descend. Parlons un petit peu de cette Coupe du Monde où on te retrouve pas, on n'arrive pas à mais on te voit sans la balle, quoi. Tu touches pas un ballon? Ouais, en fait, je dirais ça a été compliqué, mais compliqué pour tout le monde, je pense. Je pense l'adaptation et plein de choses qu'on a fait. En fait, on s'est trompé, je dirais, mais vraiment collectivement et tous ensemble, parce que même quand ça n'allait pas, au lieu qu'on soit comme les autres compètes à venir et directement essayer de resserrer les liens, bah tu vois directement tout le monde va dans son coin. Mais général. Donc vraiment cette compète, quand on sait que c'est un regret forcément et on s'est planté, il y a pas de secret là-dessus, mais je pense qu'on est tous rentrés chez nous, on a été conscients que là, ouais, on a fait de la merde là. Comment on fait lorsqu'on est Guerschon Yabusele que pendant un quart temps entier on touche pas la balle? Comment on te met ne pas être mis en valeur alors que à chaque fois qu'on est allé loin ces dernières années, ben t'étais en valeur justement. Ouais. J'essaye de pas me frustrer et de me dire que bon, ça tourne pas forcément autour de moi. Et puis généralement, en vrai, on a des bons gars dans l'équipe, donc ils vont. Je dis pas qu'ils le savent, qu'ils vont pas donner la balle pendant un quart temps, mais ils vont me dire, hey, t'inquiète pas, attends, je vais te chercher là, t'inquiète pas, attends la prochaine, truc. Donc on essaye aussi ils essayent de me donner confiance et que je reste concentré, que je reste dans le match. Même les coachs aussi, ils vont me dire, on va en parler. Donc d'un point de vue personnel, tu vois ça, ouais, bon, j'ai pas eu la balle pendant un quart temps, mais moi, j'essaie vraiment de vite me remettre dedans et dire, écoute, si j'ai pas eu, c'est qu'il y a ci, s'il y a ça. Écoute, ça va arriver en deuxième. Ils savent, ils sont pas bêtes, on va trouver un moyen. Donc, j'essaie vraiment de rester concentré et justement, de l'autre côté, défendre, tout ce que je peux, prendre des rebonds et
Et même si j'ai pas la balle sur un poste pourquoi, ben en contre-attaque, essayer de courir vite pour essayer d'avoir un dunk, un truc facile, tu vois. Donc j'essaie de trouver des trucs faciles de ce que je peux avoir justement pour combler ces petits manques-là. Il y a, t'es avec le même groupe hein, depuis Tokyo. Là, va y avoir quand même un groupe un peu remanié. Il y a une nouvelle vague qui arrive. Toi, t'es un peu entre deux générations. Ouais. T'es un petit peu entre deux générations. Et évidemment, l'arrivée de Victor sur le secteur intérieur, ça peut redistribuer des cartes. Comment tu vois ça? Alors, j'imagine bien, parce que jouer avec Victor, c'est bien Victor. Mais il peut jouer 4, c'est ton poste. On parle de toi sur un poste 3. Est-ce que tu te sens jouer poste 3? Est-ce que tu es à l'aise là-dessus? Ouais. Moi, déjà, je vais jouer partout où ils veulent que je joue. Ça veut dire, s'ils me disent demande mes deux, bah ouais, vas-y. Tant que je suis là-bas, tu vois. Donc, en vrai, ça me dérange pas. Après, le sujet Victor, on m'en a beaucoup parlé et tout, mais je suis le premier à le dire. Le gars, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire, c'est irréel. Donc, qui je serais pour me plaindre que Victor joue devant moi? Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma fierté aussi à mettre de côté. C'est comme ça. Hein, on est une équipe nationale. Hein, on est tous forts. On joue tous dans des bons clubs. On joue tous dans des bons trucs. Donc, en fait, je peux pas me préoccuper que de mes minutes à moi, de ce qui va pas, de ci, de ça. Écoute, c'est comme ça. Qui commence, qui fait ci, qui fait ça, qui mette et qui fasse, et puis on va s'adapter. Le match, c'est 40 minutes, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Il y a l'option peut-être de mettre moi en 3, je sais qu'il y a l'option de lui qui soit en 5. On va trouver. Je pense que là, la prépa, justement, avec les matchs qui vont venir, ça va être un bon test pour nous de voir un peu nos connexions, savoir qui, quoi, avec qui et tout. Mais sérieusement, non, moi, les minutes, tous les trucs comme ça, qui vont être sur le terrain ou quoi, je m'en occupe pas. Après, voilà, je te dis pas que demain, je vais accepter de jouer une minute. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, j'accepterai pas. Tu vois, c'est juste ça. Mais honnêtement, le temps de jeu, le truc de comment ça se passe, moi, je suis pas focus. T'en as parlé avec Vincent de ça? On a eu quelques discussions. On a eu un meeting il y a quelques jours. Et bon, il me disait que lui aussi, il savait pas encore comment ça allait se passer et tout, tu vois. Et puis moi, de toute façon, comme je te dis, cette compète-là, je viens parce que je veux gagner, tu vois. C'est la compète d'une vie, les JO à Paris. À Paris, vraiment, c'est là, on est là en France, c'est incroyable. La famille, tout le monde va être là, donc j'ai envie de gagner, tu vois. Donc si pour gagner, c'est ça qu'on doit faire, mais je suis là. C'est ça qu'on va faire. Alors les gars, moi je vois vraiment le truc en mode collectif. Et en plus là on gagne, on mange tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, on va tous faire partie de l'histoire ensemble. Donc moi je suis on va dire l'option facile, qui est prêt à s'adapter aux situations et voir qu'est-ce qui marche. Et qui nous fait gagner des matchs. Parle-moi un petit peu du poste 3 là, parce que ça m'intéresse d'un point de vue archi-tactiquement. Nous on te connaît poste 4 avec toutes tes qualités, bien sûr tu peux tirer extérieur et tout. Poste 3, c'est pas les mêmes angles, pas les mêmes espaces, pas les mêmes manières de dribbler, parfois même prendre des pick and roll. C'est un truc. Tu te sens avoir des minutes au plus haut niveau international sur le poste 3. Ouais, pourquoi? Parce que je pense qu'il peut y avoir plein d'options de défense. Par exemple, switcher déjà avec pas mal de trucs, donc ça peut déjà faciliter pas mal de trucs. On est grand aussi. De l'autre côté, en attaque, c'est aussi pouvoir poster des 3. Que là je vais avoir aussi courage. Je vais avoir un avantage. Le Gersh en post-up, bon courage. Ce que tu peux perdre d'un côté, tu peux le rendre de l'autre. Exactement. Donc en fait, il y a beaucoup d'avantages qu'on va avoir aussi. Donc après, à nous d'exploiter les options qu'on aura. Mais je pense que il y a pas mal de choses qu'on peut faire et on peut avoir un avantage vraiment aussi si je me mets en 3. Mais tu t'entraînes en 3? Pas spécialement, j'avais déjà été 3 dans ma vie, hein, mais après ouais vraiment. Il y a longtemps, parce que si tu me dis en U15 ça marche plus, hein, tu sais. Mais c'est vrai en plus, mais tu vois, ouais, je dois avoir 18 ans, un truc comme ça. Il y a 10 ans. Mais sinon ouais, j'ai quand même les notions ou quoi, parce qu'il y a des fois sur des plays par exemple qu'on peut avoir même à Madrid ou quoi que ce soit, le 4 il est corner là-bas, le 3 il est corner là-bas, on fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, dans pas mal de plays, j'arrive à me retrouver dans les situations où tu peux être 3 ou des trucs comme ça. Donc en vrai, je pense que je peux m'adapter à ça. Tu peux dépanner. Ouais, franchement, honnêtement, je pense que je peux gagner quelques petites minutes là-bas. Ouais. Alors j'imagine que vous êtes surexcité, mais honnêtement, ça fait plusieurs joueurs de l'équipe de France qu'on reçoit là. Ouais. Moi, ce tournoi olympique, il me met une hype monumentale. C'est un délire. Alors, on rêve tous évidemment d'une finale face à Team USA à Bercy, mais la compète, elle va être relevée. Il n'y a pas que Team USA. Et franchement, c'est même bien que tu le dises là, parce qu'on en parlait même tout à l'heure avec les gars, où les gens ils ne font que nous dire ouais non les Américains il n'y a pas que les Américains, les gars. Je sais pas si vous voyez les équipes. Le roster du Canada. Mais là, il y a du haut level, là. C'est Hunger Game, le tournoi. Ah ouais, là, ça va être dingue.
Déjà, rien qu'on de voir c'est qui le vainqueur du TQO de la Lettonie, déjà pour savoir qui on va jouer. Il n'y aura pas Porzingis. Ah ouais? Ah bon? J'ai vu passer ça, il est blessé. Ah bon? T'es sûr de ça? Alors, à vérifier, mais j'ai vu passer ça. C'est Jérém qui sait ça, il va nous dire, Jérém, il va nous dire. Je sais pas du tout. Mais Check, Jérém, s'il te plaît. ce qui est sûr, c'est que... Ah, ouais, c'est bon, il est out. Ah il ouais? est absurde. Eh ben voilà, c'est le cas horrible. Jean-Michel Info. C'est vrai que bravo, déjà bravo. pour eux... Mais c'est vrai que, tu sais, il y a un truc, on a tout, même nous, entre nous, on dit, on rêve de la finale contre Team USA et tout. Je pense que se dire ça, c'est le meilleur moyen de pas passer les poules. De se faire taper avant. C'est le meilleur moyen de commencer à jouer le tournoi avant. Exactement. Dans la demi contre les Slovènes l'année dernière, personne s'en est remis. Donc, au dernier Olympics. Donc, j'ai quand même l'espoir que vous, les joueurs, le groupe France, au sens très large, le coaching staff, vous pensez d'abord au 3 juillet, le premier match. Exactement. Premier match de prépa. Mais c'est exactement comme tu dis, nous, entre joueurs, quand on se dit ça, on se dit, les gars, il n'y a pas que les Américains. On n'est pas encore là-bas. Avant d'arriver là-bas, il y a tellement de choses à faire, à accomplir, tu vois. Faut qu'on crée d'abord quelque chose, tu vois. On trouve déjà 12 joueurs. Déjà. Parce que on est là la pour liste, l'instant. elle est grande et franchement, je pense que ça va être en vrai, c'est très compliqué pour eux, hein. Là, moi, je vois les entraînements, je vois les gars, comment on est et tout. Je regarde, je me dis, putain, l'équipe de France, là, on commence à être beaucoup. Les listes pour les faire, ça va être de plus en plus compliqué, hein. Là, il y a encore les deux, là, qui vont se faire drafter, ce soir, si tout se passe bien, mais normalement, ça devrait aller. Ils vont se faire drafter Perrault. Il y a eux qui arrivent. 2 ou 3, parce qu'il y a Tidiane. Et, ah oui, en plus. Pour être top 10, ouais. Donc, franchement, il y a, en équipe de France, commence à avoir vraiment des vrais bons joueurs et ça devient de plus en plus dur de faire la liste, ça c'est clair. Écoute, on verra tout ça en tout cas. Ouais. Gershon, merci mon gars. Ouais. Non, merci à vous. Passionnant. Ça fait plaisir. C'était passionnant. Ça fait plaisir. On s'est régalé. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas eu. La dernière fois, donc c'était à Boston, mais t'étais jeune et on parlait de... Là, tu nous as raconté plein de choses. Honnêtement, on s'est régalé. Ça fait plaisir. Merci mon gars. Merci à vous. On se voit, voilà, on sort plus maintenant. Tu vas plus à la yard. Moi non plus. On est trop vieux pour Moi ça. non plus. Moi, je sors plus, moi. Moi non plus. On est trop. On est basket. C'est pour ça. On est évidemment trop vieux pour ça. Allez, merci. On se retrouve bientôt pour un prochain entretien. Et merci le Gersh. À bientôt. Merci à vous. Ciao.